Salut, c'est Gérald Dahan sur West Track Radio. J'ai une patate en ce moment. Ouais. Je vous demande de vous arrêter. Ce soir, je vous demande de vous arrêter est honoré de recevoir un réalisateur, producteur et scénariste de films comme Yamakasi, Scorpion ou Nightfare. C'est aussi un réalisateur de clips vidéo pour Laurent Voulzy, Gilles Caplan et bien d'autres. Il a été honoré plusieurs fois pour la réalisation de ses films publicitaires. Nous souhaitons la bienvenue à Julien Seri que l'on retrouve juste après. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, je vous demande de vous arrêter et de retour, ça y est, parce que la semaine dernière, le 9 novembre, on vous a passé une rediffusion et oui, c'est suite à un incident technique, on n'a pas pu faire l'enregistrement que nous prévoyons avec Julien Seri qui est notre invité ce soir pour cette émission du 23 novembre 2020, toujours en compagnie aussi de mes acolytes, évidemment Laurent et Alain. Bonsoir messieurs et bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voudrais préciser qu'on est tes acolytes et non pas tes alcooliques. Hein. Voilà. Exactement. Non, il fallait que ce soit dit. Voilà, on n'est pas anonyme en fait. Exactement. Voilà. Bonsoir Julien Seri. Merci de nous faire l'amitié d'accepter notre invitation. Merci à vous de m'accueillir. Alors vous savez Julien, je crois qu'on a beaucoup de questions à vous poser puisqu'on est très curieux de votre travail et je crois qu'Alain, si tu veux bien ouvrir le bal parce que tu avais des tas de questions sur l'aspect technique. Alors avant d'entrer dans la technique pure et dure, peut-être commencer en douceur Alain parce que notre ami est réalisateur de films publicitaires et de films de cinéma. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander et je te laisse la parole. Alors, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est Julien, tu fais beaucoup de choses et dans des thématiques diverses, la pub, le clip vidéo, le long métrage. Je voudrais savoir, c'est une question très large, comment tu appréhendes ces tournages, comment tu vois les clips, comment tu vois les publicités, comment ça se passe pour les films, quelle est la différence, quoi? Moi j'ai eu la chance de commencer très tôt, j'avais 22 ans par le clip vidéo, donc ça m'a permis de commencer à gagner ma vie assez tôt. L'écriture du clip, on est inspiré par une chanson. Alors parfois on aime les musiques que l'on clip et puis parfois on les aime pas. Oui. Mais c'est pas grave, ça fait partie aussi du job. Donc le clip c'est vraiment un exercice assez artistique et assez libre. Enfin quand moi j'ai commencé c'était assez libre. Maintenant les clips sont devenus un peu plus préparé, un peu plus. Ouais, c'est contrôlé, même contrôlé quoi. On peut le dire. Ouais, voilà, c'est contrôlé. La publicité, c'est un exercice incroyable parce qu'il faut raconter une histoire en 30 secondes. Il faut que chaque plan raconte quelque chose. Donc ça a été pour moi ma meilleure école. Quoi, j'ai fait plus de 650 publicités dans ma carrière. Donc c'est une autre manière d'appréhender la réalisation, mais c'est pour moi celle qui a été. C'est celle qui a été peut-être la plus artistique. Ou la plus formatrice, peut-être, aussi. Ah, c'est formatrice, c'est sûr, mais comme j'ai fait des films dans les airs, j'ai fait des films sous l'eau, j'ai fait des films de voiture, j'ai fait des films de comédie, j'ai fait des films d'action, j'ai fait des films de beauté, la publicité m'a ouvert le champ des possibles, en fait. D'accord. Donc ça a été, voilà, j'en ai fait beaucoup. Et le long métrage, le long métrage, c'est le Graal, hein. Quand on arrive à raconter une histoire pendant 1h30 et que la première diffusion de ce film, on la voit dans une salle obscur, c'est incroyable, c'est un moment très très émouvant. Génial. Justement, Julien, la question qu'on pourrait vous poser, c'est comment on passe de cet univers du clip ou du film publicitaire à des longs métrages. C'est quoi la passerelle? Alors moi, j'ai commencé la publicité. Ma première interview quand j'ai gagné mon premier prix en publicité, la première chose qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Et je dis, je vais faire un long métrage. Donc moi, j'ai toujours voulu faire de la fiction. Je savais que la publicité était pour moi une porte pour aller vers la fiction en fait. Et je savais que j'allais me construire un showreel et que j'allais surtout
acquérir une technicité, une capacité à savoir gérer à la fois une équipe, gérer un budget et puis moi aussi savoir me gérer sur un plateau face à des clients. Voilà. Donc j'ai eu la chance assez tôt que Luc Besson repère mon travail. Il a vu mes pubs, mes cours, mes clips et il m'a proposé de faire Yamakasi. Sur Yamakasi, quelle est votre fonction précisément dans ce film? Yamakasi, j'en suis le scénariste, le co-scénariste et le réalisateur principal. D'accord. Et donc, la question justement qu'on a envie de vous poser, c'est la découverte par Luc Besson, c'est une chose importante, mais l'historique, qu'est-ce qui fait qu'à 22 ans, et même peut-être avant, vous avez cette envie, cette passion? Ça vient d'où tout cela? En fait, moi, très jeune, je faisais beaucoup d'arts martiaux, donc je m'entraînais 7 heures par jour. Ma vie, c'était les arts martiaux. Et puis un jour, un ami de ma mère avait besoin de gros bras sur un plateau. Donc comme j'étais plutôt costaud pour mon âge, c'était payé 500 francs, fallait porter des caisses. Donc j'ai été sur un tournage d'un reportage, porter des caisses. Sauf que l'un des cadreurs n'est pas venu ce jour-là et que le réalisateur m'a dit « Mais est-ce que tu sais cadrer ?» J'ai dit non. « Est-ce que tu sais te servir d'une caméra ?» J'ai dit non. Il m'a dit « Je vais te montrer comment on fait. Et puis, démerde-toi, fais de ton mieux parce que j'ai besoin que cette caméra, elle tourne. Et à ce soir. » Donc, en 10 minutes, il m'a expliqué comment ça marchait. Et pendant une journée, je me suis rendu compte qu'on pouvait voir le monde à travers son propre regard. Et donc, on pouvait sélectionner ce qu'on allait regarder de ce monde. Et moi, c'était une journée où je filmais une compétition de natation et j'ai adoré faire ça et ça a été une révélation. Donc en fait, j'ai commencé à moins m'entraîner et à faire de plus en plus de cinéma. Donc je suis passé de 7 heures par jour d'entraînement à 6 heures, à 5 heures, à 4 heures. Et maintenant, je fais 1 heure d'entraînement par jour, mais le reste du temps, c'est le cinéma. Tu pratiquais quoi comme arts martiaux? Je pratique le Kyokushinkai. C'est une forme de karaté assez violente où les combats se déroulent au chaos sans protection. D'accord. Donc il vaut mieux être copain avec toi que de chercher des noises. Ouais. Je ne suis pas sœur. Oui, parce qu'en fait, tu parles souvent de la philosophie, en fait, je crois que je vais pas me tromper en pensant que tu adores les 7 samouraïs, si je ne m'abuse. Enfin, ça fait partie de tes films préférés. Il y a la philosophie qui va avec. Bien sûr. Alors, c'est quoi cette philosophie et quoi dans cette philosophie te sert aujourd'hui dans ton métier de cinéaste? Les valeurs qu'on nous apprend dans les arts martiaux sont nombreuses, mais ce sont des valeurs qu'on a perdues dans notre société. Donc par moments, je me sens un peu, et encore plus dans ce métier, où un jour un producteur m'a dit, tu sais Julien, la plus grande des vertus dans ce métier, c'est l'amnésie. Aujourd'hui, on se déteste, mais demain, on peut être les meilleurs amis du monde. C'est ça ce métier. Donc évidemment, les valeurs qu'on nous apprend dans les arts martiaux et qu'on fait mon éducation, je les retrouve pas trop aujourd'hui, mais c'est pas grave, je les inculque à mes enfants et je fais en sorte de les faire exister dans mon travail. Laurent? Oui, alors là-dessus, tu parles effectivement de ce qui est devenu un peu le métier. Je sais que tu as une maison de production, si je ne m'abuse. Donc tu gères des budgets, tu gères des équipes, comme tu le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quand même la grosse difficulté, c'est le financement. Enfin, à notre point de vue, c'est le financement. Et j'ai toujours cette fameuse histoire de Florent Emilio Siri, qui a ce scénario otage, qui sait pas du tout comment il va financer, et finalement, grâce à Need Gap, Bruce Willis va voir le film, et il va adorer ce film, et va dire, ce mec-là, j'ai envie de bosser avec. Et il explique en fait, grosso modo, qu'en 10 minutes, montre en main, Bruce Willis va faire 2-3 coups de fil, et le budget, il l'a en 10 minutes de temps. Alors, je sais pas si c'est une histoire comme ça, mais toi, aujourd'hui, qui doit chercher aussi des financements, comment ça se passe? Comment ça se passe dans la réalité? Quand on n'est pas Bruce Willis ou Luc Besson, nous on galère quoi. Moi par exemple là je bosse encore sur un projet, je bossais toute l'après-midi sur un projet sur lequel je travaille depuis 2007 que je n'ai pas réussi à monter depuis 2007. Et donc là j'essaie de le transformer en série, donc je suis en train de rebosser toute la Bible, etc. Donc il y a des films qui se montent très très vite. Yamakasi s'est monté en 6 mois. Enfin à partir du moment où Luc m'a dit où je lui ai donné mon accord que j'allais faire le film, il m'a dit il faut que tu commences à écrire parce que dans 6 mois on tourne. Et puis il y a des films où on met peut-être 15 ans, 20 ans à les faire. Donc aujourd'hui c'est devenu un business plus qu'un métier où on parle artistique, où on parle d'œuvre. Donc
c'est très difficile quand on a comme moi des envies de singularité de faire financer des films, ces projets en fait, très compliqué. Pour autant, il y a une alternance, je crois ne pas me tromper, quand je lis votre parcours, Julien, dans la télévision, les longs métrages. Est-ce que ça veut dire que le process qui est mis en place sur le long métrage cinéma, c'est la même chose en télévision, ou c'est encore plus difficile, ou c'est plus facile? Non, c'est tout aussi difficile la télévision. L'avantage en télévision, c'est que très souvent, en fait, on vient voir un réalisateur en bout de course. On vient voir un réalisateur en télévision quand on a déjà un scénario et qu'on a déjà de l'argent, en fait. Le réalisateur est souvent celui qui a appelé le dernier, en fait. Parce que ça reste la plupart du temps des commandes. Moi, j'ai fait 4 téléfilms. Sur les 4 téléfilms, j'en ai écrit 2. J'ai eu la chance j'avais un scénario de long métrage que j'ai fait lire à un casting à l'époque, qui était hyper sexy en télé. On a monté le film. Je crois que 2 mois et demi après, j'étais en tournage, quoi. J'étais dans le bureau de TF1 et 2 mois et demi après, on s'est mis d'accord, j'étais en tournage. Mais ça, c'est rare. C'est vraiment très, très rare. C'est très rare. Et du coup, moi, ça m'oblige à vous poser une question parce que dans vos interviews, dans vos papiers, dans les commentaires que vous faites sur votre carrière, vous abordez souvent la chance. Et vous dites très souvent, je suis très chanceux, j'ai beaucoup de chance. Alors, on s'est posé la question, évidemment, je vous demande de vous arrêter, ce que vous considériez comme étant la chance, qu'est-ce que c'est pour vous? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans vos propos? Parce que le talent n'est pas ce qui nous fait travailler. Même souvent, quand on a du talent, c'est à cause de ce talent qu'on ne travaillera pas. Donc en fait, il faut réussir à monter un film, c'est une conjonction d'événements chanceux qui vont faire que le film peut se monter. Un film qu'on n'a pas pu monter pendant 10 ans, ça se trouve demain matin, je le pitcherai à quelqu'un qui me dira mais c'est génial, on tourne dans 3 mois. Et ça s'appelle de la chance. Alors, ça s'appelle aussi l'obstination, ça s'appelle aussi ne pas lâcher, ça s'appelle aussi y croire en soi, mais à un moment donné, moi je dirais que la chance c'est 60% de ce métier, 70% de ce métier. Vraiment. Beaucoup plus que, tu vois, moi j'ai des amis à moi qui n'ont pas ma carrière et qui travaillent plus que moi. Donc ça veut dire que on ne regarde pas que le curriculum vitae de quelqu'un, on n'est pas que sur la méritocratie, on est aussi sur une conjoncture d'événements, la chance. Est-ce que c'est plus facile d'avoir de la chance aujourd'hui quand on produit pour la télé, quand on réalise pour la télé, plutôt que le cinéma? Le cinéma est dans une très très mauvaise passe. Moi en plus, j'ai jamais fait partie des petits papiers de ce métier, donc moi j'ai jamais eu le CNC. Donc, on va dire que moi, je fais pas partie du système du cinéma français. Je pense même que je veux pas faire le Calimero, mais moi, je fais pas partie du système, je fais pas partie du game. En fait, on m'appelle très très rarement pour me proposer des films en France. C'est très très rare. La plupart du temps, quand je fais des films, c'est parce que c'est moi qui les ai initiés, c'est moi qui me suis battu pour les faire. C'est pas du tout. C'est jamais venu. El Besson a été le seul qui m'a proposé quelque chose réellement, quoi. Laurent, peut-être? Oui, c'est vrai que quand tu nous parles effectivement, alors moi effectivement, je pense un petit peu pour ceux qui te suivent, notamment sur les réseaux sociaux, tu es quelqu'un qui est, je pense, enfin après tu peux me dire non, qui est engagé, on va dire. Tu as des postes des fois qui sont engagés par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport à la politique, et c'est normal. Toi, en tant que citoyen, tu donnes ton sentiment. Aujourd'hui, tu nous expliques que t'as pas la carte, quoi, en fait, grosso modo. C'est ça, en fait, que je comprends en substance. Oui, enfin, j'ai pas la carte. Je fais pas partie je fais pas partie des noms qui circulent et à qui on propose des films. Mais aujourd'hui, moi je reprends la dernière information qu'il y a eu notamment au niveau des Césars où on a dit on va virer des mecs comme Polanski, ils ont plus rien à voir avec nous. Enfin, on essaye un peu de faire le nettoyage par le vide. Toi aujourd'hui, en tant que réalisateur, en tant que producteur, tu arrives à différencier un artiste de sa vie? Évidemment. Maintenant, après.
Parce que je pense que c'est pas facile. Hein. Voilà. Après, j'ai du mal à voir un film de Polanski en me disant que voilà, ce mec est une pourriture. On le sait. Lui-même l'a avoué à la télé. Donc Ouais. voilà. Mais t'arrives quand même à dire, tiens, ces Bien films. sûr, je peux mater un film de Polanski. Il y a pas longtemps, je suis maté Chinatown. Ouais. Voilà. Bien sûr, évidemment. Alors justement, on parle des acteurs là. Les acteurs, bien souvent, ils ont quand même un certain ego ou un ego certain, même parfois. Comment on se démerde pour pas craquer et comment on fait avec les acteurs quand ils ont un gros ego comme ça? Bah moi, j'ai jamais eu ça en fait. Moi, j'ai toujours eu un vrai rapport de respect avec les acteurs. On a pu avoir des différends, des avis différents sur les choses, mais comme j'ai toujours traité, moi je dis toujours un film c'est avant tout les acteurs. Moi je fais en sorte pour que les acteurs se sentent le mieux possible sur un plateau parce que c'est eux qui donnent tout et c'est eux qui peuvent sauver une scène ou la planter d'ailleurs. Donc j'essaie toujours de faire en sorte qu'ils soient au mieux. Mais voilà, j'ai jamais eu de problème d'ego d'acteur. J'ai eu des acteurs qui ne réagissaient pas de la même manière face au stress, face à certaines choses, mais j'ai jamais eu à subir l'ego d'un acteur. Jamais. Fantastique. C'est plutôt une bonne chose et je crois que c'est aussi la qualité de l'humanité qui est la tienne. Alors un coup je dis vous, un coup je dis tu. Je vais rester sur le tu, Julien, si ça te va. Et justement cette humanité, on la retrouve aussi avec eh bien les musiques, les choix que tu as fait dans la programmation musicale, puisque un extrait, on propose de passer celui-ci en premier, qui est issu du Cinematic Orchestra, qui s'appelle Soda. On va la diffuser et puis tu vas pouvoir nous en dire quelques mots juste après. On revient tout de suite.
Salut, c'est Maïk Dara. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, on vient d'écouter un titre qui s'appelle Soda, extrait de Cinématique Orchestra. Pourquoi ce choix de musique, Julien ? En fait, quand je travaille depuis des années sur un projet et c'est la musique qui s'appelle Love Run et c'est la musique avec laquelle j'ai écrit ce film. Donc cette musique, je l'ai écoutée, ça fait des années que je l'écoute parce que ça doit être ma 40e version du scénario. Donc voilà, c'est une musique assez que j'ai en moi, que j'ai avec moi tout le temps en fait. Et donc c'est la musique qui est une source d'inspiration alors pour l'écriture. Ouais, toujours. Ouais. Je me fais toujours même en tournage. J'ai toujours d'un côté j'ai les acteurs et de l'autre côté j'ai mes musiques. D'accord. Laurent ? Julien, tout à l'heure, tu nous parlais d'un projet que tu traînes depuis très, très, très longtemps et apparemment, tu as vraiment l'envie d'aller jusqu'au bout et c'est tout à ton honneur, j'ai envie de dire. Comment on garde la motivation sur une si longue durée ? Très compliqué. Par moments, on se la perd. Hein. En fait, c'est un film que la dernière fois que j'ai tenté de le monter, c'était en 2014. J'avais même, tu l'as en photo derrière toi, j'avais même Robin Williams qui m'a dit oui pour jouer dedans. Et en fait, on n'a pas réussi à monter le film. Donc cette année-là, j'ai appelé Robin et il m'a dit écoute, t'inquiète pas, on le fera l'année prochaine, boss. Et cette année-là, j'ai fait Nightfare à la place. Donc depuis 2014, j'avais pas relu le scénario et je l'ai ressorti il y a 10 jours. Et qu'est-ce que ça fait en le relisant on redécouvre? Ben oui, parce que rien ne va en fait, rien ne va et que quelque part presque tu te dis mais en fait heureusement que je l'ai pas fait à ce moment-là parce que le scénario était il peut encore s'améliorer, mais ça je pense qu'un scénario peut toujours s'améliorer. Je pense que même si je revois mes premiers films, ils vont me tomber des mains, donc c'est normal. Voilà, on grandit, on évolue et notre travail et notre regard sur le monde grandit et évolue avec nous quoi. J'imagine qu'on reste malgré tout fier de ce qui a été accompli parce que ça fait partie du chemin. Ah oui, vraiment, non, je dis toujours... moi, je dors bien avec mes films, même les ratés, parce que j'étais toujours à 300% quand je les faisais. Donc, j'ai jamais... C'est comme une compétition, c'est comme un combat. J'ai jamais combattu en me donnant pas à 300%. Donc, que je gagne ou que je perde, quoi qu'il arrive, déjà, j'ai appris, quoi. Donc, même mes mauvais films, je les aime. Laurent, c'est quoi un film que j'ai raté? C'est quoi? Eh ben, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, par exemple, plein de choses. Ça peut être un scénario que j'aurais pas dû faire. Ça peut être un scénario qui était mal écrit. Ça peut être une rencontre avec un producteur qui a fait que quoi qu'il arrive, il m'a pas aidé à faire le film, ou même pire, il m'a mis des bâtons dans les roues pour faire le film. Ouais. Là, je dis toujours faire un film, c'est très facile. Faire un bon film, c'est très 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 compliqué parce que un réalisateur, il fait pas un film tout seul. Et que si on est mal entouré, ça peut être terrible. C'est quoi pour toi? Alors, est-ce qu'on peut définir en fait ce qu'est un bon film ou un mauvais film? C'est très, il y a pas de certitude. Enfin bon, personnel. Non, et les couleurs. Moi, j'ai des gens qui adorent Yamakasi, d'autres qui préfèrent Nightfare, d'autres qui préfèrent Scorpion. Voilà, ça. Après, nous, le réalisateur, il propose un film. Après, le public dispose. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut aimer très fort ces films parce que les films, ils restent. Il y aura toujours notre nom marqué dessus, quoi. Donc, il faut se battre jusqu'au bout, quoi. Faut pas lâcher, quoi. Alors moi je pense aussi, si je peux me permettre, Julien, et je vais donner un exemple par rapport à ton film Nightfare, et permets-moi d'être très transparent. Oui. C'est vrai que quand tu as sorti Nightfare, bon, j'ai dû le voir quasiment dès qu'il est sorti, mais je me suis dit waouh, oh là là. Un truc avec un taxi dans la nuit, on voit pas qui c'est. Alors, j'ai des images qui me viennent, hein, j'ai Duel, j'ai des choses comme ça. Et je me suis dit, non, je vais y aller, je vais aller voir. Et c'est pour ça que je dis aussi à tous nos éditeurs, soyez curieux. Parce que franchement, je le dis, alors ça va faire un peu brossage de poils. J'y suis allé, je le dis franchement, j'y suis allé un petit peu
à reculons. J'y suis allé à reculons, j'ai dit, waouh, ces films-là, c'est pas trop mon trip et tout. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je le regarde, je vais au bout. Et je me suis pris une petite claque. Voilà. Je me suis pris une petite claque parce que, en fait, entre ce qu'on voit sur l'affiche, elle n'est pas forcément révélatrice. Parce que je me rappelle bien, parce qu'il y a eu 2 affiches que je me rappelle, mais elle n'est pas révélatrice vraiment du film au bout du compte. Donc, chers auditeurs, soyez curieux, allez voir Night Fair. Moi, en revenant sur Night Fair, j'ai une autre chose. Je sais, on parlait de chance, Cyril parlait de chance tout à l'heure. Tu as été distribué par Universal, si je ne m'abuse. J'ai été distribué en salle par une autre boîte, mais Universal a racheté le film pour le mandat télé et les mandats vidéo en France. Voilà, donc c'est passé, je crois, je voudrais pas te dire de bêtises, sur Netflix, sur la plateforme Netflix. Il a été acheté par Netflix, mais aux États-Unis, pas encore en Europe. Ah, d'accord. J'espère que ça va arriver parce que j'invite tous ceux qui ont Netflix le jour où ça arrive de regarder ce film. Par contre, c'est un film, personnellement, je crois qu'il n'existe qu'en version anglaise. Non, il y a les deux. Il y a les deux? Parce que moi, Non, t'as raison. Non, t'as raison. Non, en fait, parce qu'en fait, dans le film, il y a un acteur anglais, il y a un protagoniste qui est anglais, donc quand lui parle, il parle anglais, et quand les gens lui parlent en anglais, mais quand les Français se parlent entre eux, ils se parlent en français. Donc en fait, c'est un film où il doit y avoir 60% de français dedans. D'accord. Alors, tu as fait le choix, enfin, je sais pas si c'est toi qui a voulu garder la langue originelle parce que effectivement, le héros venant de l'étranger, lui, est anglophone. Tu n'as pas pris parti d'un doublage? Non, alors d'abord non, parce que je ne le voulais pas. J'ai vécu ça malheureusement sur les Fils du Vent, qui était mon deuxième film, où j'avais des Japonais, j'avais des Thaïlandais, j'avais des Français, des Anglais. Et j'avais convaincu la prod qu'on laisse le film en version originale. Et puis malheureusement, à 2 mois de la sortie, ils m'ont dit qu'ils faisaient une version française. Et évidemment, ça tue le film. C'est ridicule, c'est débile. Et comme Night Fair était un tout petit budget, donc comme c'est moi qui payais tout, je me suis évité une dépense supplémentaire. Alors effectivement, moi ce que j'apprécie chez Julien Seri, enfin je sais pas si c'est votre cas les amis, mais moi je trouve voilà, c'est la base effectivement des choses, c'est la motivation et c'est effectivement travailler avec un budget qui est restreint par rapport à d'autres productions et pour autant quand vous regardez le résultat, ça envoie du bois comme on dit si bien. Donc félicitations déjà Julien là-dessus parce que franchement et puis félicitations à tes équipes parce que je sais que t'es bien entouré. J'ai une pensée particulière aussi à Alix Bénézé que je connais, qui a participé dans ton film et qui derrière a joué ni plus ni moins un petit rôle assez remarquable dans Mission Impossible. A joué aussi avec Clint Eastwood. Donc merci aussi à Julien Seri parce que Alix Bénézé, elle joue aussi dans son film Night Fair en l'occurrence. C'est vrai. D'ailleurs cette rencontre avec cette actrice, elle s'est faite comment, Julien? En fait, on se connaissait via les réseaux sociaux et à l'époque, quand on avait lancé un financement participatif sur Ulule et le patron d'Ulule nous appelle et nous dit « Moi, je vous conseille un truc, les gars, c'est que Alix, quand elle est sur un film, on a 100% de réussite. » Ouais. Et donc, je l'ai contacté sur Facebook et elle m'a dit « Mais super, évidemment, avec grand plaisir, je suis fan de Scorpion. » Donc voilà, donc elle avait un tout petit rôle parce qu'il y avait très très peu de rôles dans le film, mais elle est venue une soirée avec nous, c'était super cool. Voilà. Et on a eu évidemment le financement Ulule demandé qui était de 50 000 €, on l'a eu. Donc cette actrice a porté chance, je crois. Alain ? Oui, alors on parlait juste il y a quelques instants de budget. Alors effectivement, moi mon petit doigt qui est en général bien renseigné m'a dit que tu pensais bosser, en prise de vue en tout cas, sur un iPhone. L'iPhone 12 si possible, en tout cas l'iPhone 11. Donc moi ça m'intéresse énormément parce que l'histoire du cinéma, il y a eu des grosses machines. Nous on a eu Philippe Castaldi qui nous a expliqué comment Jean-Pierre, excuse-moi. Jean-Pierre Castaldi qui nous expliquait comment tourner les Américains avec des grosses Mitchell et tout ça. Et maintenant, en 2020, on est capable de faire du film avec des smartphones Apple qui sont d'une excessive très bonne qualité, on va dire. Moi, j'ai été bluffé par ça. Et je voudrais que tu nous en parles. Oui, moi j'ai commencé à tourner avec mon iPhone. J'ai fait un documentaire en 2018, je crois, ou 2017, qui s'appelle Combattant, un documentaire pour Canal+.
Et en fait, un jour, on m'empêche de filmer lors d'une compétition. Donc là, j'avais une caméra RED, une super caméra. Donc la caméra RED reste dans les vestiaires. Et j'avais mon iPhone sur moi, donc qui était à l'époque un iPhone un 8, je crois, ou je sais plus, bref. Et donc j'ai filmé avec mon iPhone, je sais pas, peut-être 10 ou 15 minutes de ce documentaire qui était déjà en HD, quoi. Voilà. Ah oui. Et là, j'ai tourné encore cet été une série documentaire pour Canal+, qui mélange fiction et documentaire d'ailleurs. Et j'ai dû tourner 1300 plans avec mon iPhone. Ah oui, en effet, oui. Et tu tournes directement ou avec un gimbal quand même pour avoir des mouvements? Non, je le tiens dans la main comme ça, parce qu'au moins quand je le tiens comme ça, personne pense que je tourne. Ah ouais, d'accord. Les gens me prennent pas du tout pour un mec qui fait du cinéma ou qui fait un prime time pour Canal+. Donc je peux filmer où je veux et surtout je peux coller l'objectif à un mur, ce que tu ne pourrais pas faire avec avec un équipement, tu vois. Par contre, j'ai une appli qui s'appelle Filmic Pro et qui me permet de filmer en 4K, de choisir si je filme à 25 images secondes ou à 24, qui me permet d'exposer un peu différemment. Voilà. Sur l'étalonnage, enfin sur toute ta partie de montage et étalonnage, la jonction se fait normalement, il n'y a pas de souci. Comme tu disais tout à l'heure que sur ton documentaire combattant, il y avait un mix entre une caméra traditionnelle et l'iPhone. Est-ce que quand tu fais ton montage, ça pose aucun souci? Oh, il y a aucun problème. Aucun problème. Ça doit être sûrement un peu chiant en confo. À la conformation du film, mais vraiment, moi, en montage, l'avantage de l'iPhone, c'est que tu mets ça sur ton ordinateur, c'est réglé, quoi. Alors après, évidemment, ça n'a pas la qualité. Moi, je tournais mon doc avec l'Alexa, là, c'était incroyable. Mais il y a certains plans que j'aurais jamais pu avoir si j'avais pas eu mon iPhone. Et même des scènes entières que j'aurais pas pu avoir. Et à la conformation, c'est pas un peu rattraper les différences que tu peux avoir? Il n'y a pas de différence, en fait. Il y a pas, tu vois, là, vraiment, maintenant, moi, je suis avec le 11 Pro Max, il filme en 4K, voilà. Donc, le chef-op, il le voit. Moi aussi, je vois quand c'est l'iPhone. Mais ce qui est étonnant, c'est que là, j'ai montré l'épisode 1 à Canal et les gens disent, même que les plus beaux plans, c'est les plans que j'ai fait avec l'iPhone. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'iPhone, tu fais des choses que tu ne pourrais pas faire avec une caméra normale. Ah, d'accord. Donc, ça te permet d'être plus créatif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si j'avais eu un iPhone comme ça quand j'étais gamin, j'aurais fait plus de courts-métrages. Et maintenant, je dis aux jeunes, mais les mecs, si vous voulez filmer, allez-y. Hein. Vous pouvez faire un court-métrage par week-end si vous voulez. Hein. Dans la réalisation de films à l'iPhone, je sais aussi que Steven Soderbergh l'a fait avec le film Paranoia. Je n'ai pas vu le film, mais est-ce qu'il fait partie de ces réalisateurs qui ont pu influencer et d'aller vers ce type d'outils pour filmer? Bien sûr, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, même à l'écriture, peu importe que tu écrives avec un stylo à papier ou avec un Mont-Blanc, ce qui est le plus important, c'est ce que tu écris. Donc, à un moment donné, la qualité d'image est certes importante, mais je trouve, moi qui suis malgré tout un publicitaire qui aime l'image, et fondamentalement j'aime l'image, mais ce que je raconte est plus important que l'outil avec lequel je raconte. Surtout que moi, je fais pas encore Star Wars ou je fais pas encore des. Là, je fais plutôt des petits films. Mon plus gros budget, c'est 6 millions d'euros, donc ce qui était déjà un immense budget. Mais mon petit budget, c'est 300 000. Donc mon deuxième long métrage, je l'ai tourné en 18 semaines. Mon cinquième long métrage, je l'ai tourné en 18 jours. Donc réalisateur, c'est ça aussi, c'est savoir s'adapter au budget, à la caméra. Et je vous avoue que je réfléchis là à tourner un long avec un iPhone. L'avantage, c'est qu'on peut faire un film pour 20 000 euros avec ça là. Et il n'empêche, comme tu disais tout à l'heure, si le sujet est pas là, si les acteurs sont pas là, il va manquer quelque chose dans cette chaîne, hein, tout Exactement. simplement. Moi, j'ai fait un film, mon deuxième film, malheureusement, a pas eu la qualité que j'espérais, et pourtant je tournais en Panavision 35 mm. Donc, comme quoi, on s'en fiche. Je me permets de poser une question un peu technique parce que tout à l'heure on a parlé de la conformation, si j'ai bien compris. Ouais. Moi qui ne suis pas du tout
à l'aise avec le langage propre à ton métier, à tout ce qui est cinéma. C'est quoi la conformation qu'on comprenne bien pour... En fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, là, par exemple, là, on tourne avec des images 4K qui sont évidemment trop lourdes. Là, je sais pas, je dois avoir des heures et des heures de rush. Donc, en fait, on a réduit la taille des images pour que l'ordinateur puisse processer tous ces rushs. Et puis après, une fois que le montage est validé, on va conformer. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les plans 4K et on va les coller. Et c'est ça la confo, en fait. Donc, et après, par exemple, il y a toujours un moment donné où le réalisateur va vérifier sa confo. C'est-à-dire qu'il va vérifier le film plan par plan, image par image, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur de fait à la conformation. D'accord. C'est une sorte de, dit autrement, est-ce que c'est une sorte de recompilation de l'ensemble? Tout à fait, de l'ensemble, mais des images en taille réelle. Et 4K, c'est énorme, c'est monstrueux. Moi, là, je suis en train de post-produire un 4x52 pour Canal. En 4K, il y a beaucoup de rush. Alors du coup, il faut une mémoire de dingue alors parce que les enregistrements prennent de la place. C'est ça. Et même l'ordinateur, quand on monte pour qu'il puisse un peu processer et puis qu'il puisse un peu bosser en temps réel, s'il était surchargé, il pourrait pas bosser, quoi. Et en plus maintenant qu'on nous parle de la 8K. Exactement. Moi j'ai une télé 8K là, j'ai une télé 8K de dingue, mais bon, on s'en sortira plus. Pour toujours plus, effectivement. Mais c'est vrai que si on revient un peu aux origines aussi c'est pour la transition tout simplement. Pourquoi je parle des origines? C'est parce que dans la sélection des titres que tu as souhaité, c'était un extrait de la bande son du film Batman Begins. Et Batman Begins, ce sont les origines et c'est le titre Lazarius que tu as souhaité que nous écoutions. Donc on va le passer. On va peut-être pas tout diffuser parce qu'il fait pratiquement 7 minutes 30, ce qui est de faire un petit peu long, mais je propose à Alain de gérer tout ça. Oui, on va gérer comme il faut. On va gérer comme il faut. Plutôt la fin. Alors on prend plutôt la fin du morceau. C'est ça. Ok. Eh bien, écoutez, on invite nos auditeurs donc à écouter plutôt la fin. Donc Alain va faire un montage et vous aurez la possibilité d'écouter cette fin sublime de l'extrait du film Batman Begins, Lazarius. On écoute.
Je vous demande de vous arrêter. Émission spéciale avec Julien Seri. Voilà, on a pu écouter un extrait de la bande originale du film Batman Begins, Lazarus. Pourquoi ce choix en particulier, Julien ? Parce que ce Batman a été une vraie révélation et que cette musique à chaque fois me fout des frissons et me donne envie d'aller de l'avant. Donc voilà. Donc Hans Zimmer, je crois que c'est lui le compositeur. Il a quel rôle dans ta vie, puisqu'il est extrêmement sollicité. Cet homme, il travaille beaucoup. Est-ce que ça peut être une occasion pour toi de travailler avec lui ? Ce serait incroyable. Moi, tu vois, même ça, sa bande son de Dunkerque est dingue. Le score de Dunkerque est incroyable. Incroyable. Le mec se renouvelle de film en film, donc c'est une machine de guerre. T'imagines quand même que ce mec-là, Nolan, il a quand même fait rêver des gens, ça, si je peux me permettre, par un film qui s'appelle Dunkerque, alors que quand toi tu dis si tu vas en vacances à Dunkerque, ça fait pas trop rêver. Mais c'est ça. Et pour autant, je te rejoins, Julien, ce film-là, bon, et le film et la musique est quand même formidable. Ça, c'est certain. C'est certain. Et donc l'intervention de ce héros Batman qui en fait part de très loin pour essayer d'amener des choses favorables, positives dans le quotidien. Est-ce que c'est un petit peu le rôle que tu te donnes ou que tu essaies d'avoir dans ce milieu professionnel ? Parce que tu nous as dit que tu étais un peu à part de cet environnement. Et est-ce que c'est compliqué d'être ce chevalier solitaire ? Je sais pas si je suis un chevalier solitaire. En tout cas, voilà. Encore une fois, je pense que là, ça m'a fait marrer. J'ai vu que Olivier Marchal avait annoncé qu'il avait pas la carte, lui. Donc, Olivier Marchal n'a pas la carte. Voilà. Je me disais, c'est marrant, le mec. C'est bizarre. Et bon, voilà. Donc, non, moi, ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de ne jamais faire deux fois le même film. Or, on est dans un métier où on nous demande toujours de refaire ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà fait bien. Et moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'exister, j'ai envie de me mettre en danger, en fait. Mm-hmm. Si je refaisais des polars, si je faisais Scorpion 1, 2, 3, 24, 27, ça n'a aucun intérêt pour moi. Mm-hmm. Alors ? Oui, Julien, si j'ai bien compris, tu nous disais que tu travaillais avec les Belges en particulier. En tout cas, tu as travaillé avec eux. Est-ce que c'est plus facile de travailler en fait avec des pays étrangers, puisque tu n'as pas la carte, comme tu le dis ? Est-ce que c'est plus facile de bosser, par exemple, avec les Belges ou avec d'autres, avec les Suisses ? Que sais-je encore ? Écoute, moi, j'ai bossé dans le monde entier. J'ai fait un film aux États-Unis. J'ai fait 2 téléfilms en Belgique. Mon dernier long métrage a été coproduit par la Belgique aussi. Voilà, c'est. Moi, encore une fois, le cinéma n'a pas de frontières. La seule frontière qu'on a, c'est la bêtise des gens avec qui qu'on peut croiser dans notre métier. Mais voilà, la bêtise est universelle, hein, malheureusement. Mais les gens que tu croises, en fait, ça bloque pourquoi ? C'est l'argent à chaque fois ou c'est autre chose ? Non, c'est pas d'argent parce que je pense que moi, encore une fois, j'ai montré que je pouvais faire des films avec beaucoup d'argent ou pas d'argent. Le dernier long métrage que j'ai fait aux USA avec quand même un très très gros casting, il a coûté $700,000. Donc on a convaincu des stars hollywoodiennes de venir sur un petit film tourné en 18 jours pour $700,000. Donc non, je pense que c'est j'ai évidemment ma part de responsabilité, hein. Je dois aussi sûrement être un petit con à plein d'endroits, donc mais c'est vrai que les sujets que j'essaye de faire sont pas des sujets qu'on retrouve si facilement dans le cinéma français, et c'est peut-être aussi là mon tort. De toute façon, je dis toujours que j'essaye de me faire aimer du cinéma français, alors que fondamentalement, je suis pas fan du cinéma français. Donc c'est quelque part, ça n'a pas de sens en fait. Faut que j'arrête de vouloir me faire aimer des gens qui financent des films qui me plaisent pas. Ouais. Alain ? Oui, alors on voit que tu es quelqu'un d'atypique. Est-ce que ça t'éclaterait de bosser avec quelqu'un qui est atypique et qui s'appelle Corinne Massiero ? Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'inspecteur Marlowe. Est-ce que ça te plairait de bosser avec elle ? Ouais, ça, tu vois, ça c'est une femme engagée. Ça ce serait une belle rencontre. Ouais, ce serait une belle rencontre de cinéma ou de télévision, c'est sûr. D'accord. Et en fait, faire un film social, c'est-à-dire
Je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être pas te plaire, Julien, parce que tu viens de dire quelque chose sur le cinéma français en disant, grosso modo, le cinéma français, je m'y retrouve pas, c'est pas dans mes tripes, c'est pas dans ma genèse, enfin, bref. Mais est-ce qu'un jour tu pourrais pas penser à faire un film à la française? J'ai tenté de le faire en télévision. J'ai fait quelques téléfilms à la française pour essayer d'essayer de voir comment c'était. C'était très agréable à faire, mais après, c'est encore une fois, un film. Moi, je vais vivre toute ma vie avec ce film. Faut que je l'aime très fort. Et le film dont je parle que j'ai fait en télévision, je me dis allez, je vais faire un vrai téléfilm français et tout. C'est le film que j'aime le moins que j'ai fait parce qu'en fait, je me rappelle j'ai adoré le faire parce que j'ai beaucoup ri, j'avais un super casting, je me suis jamais autant marré sur un tournage, mais quand on a projeté le film en salle, je me suis dit merde, c'est moi qui ai fait ça. Putain merde. Et là, je me suis dit là, faut pas que j'en refasse un deuxième parce que là, je prendrais un mauvais tournant en fait. Donc voilà, et encore une fois, le cinéma français d'aujourd'hui, moi, le cinéma français des années 60, des années 50, des années 70, je l'adore. Je me suis rematé Le Professionnel ce week-end, mais quel film! Quel film! Ouais. Je me suis rematé Le Dernier Fusil, mais quel film! Pourquoi on fait plus ça? Pourquoi on fait plus La Horse? C'est pourquoi. Voilà, donc moi, ce cinéma-là, il me plaît, ou Les Barbouzes même. Tu vois, j'adorerais faire une comédie comme Les Barbouzes. J'adorerais. Ça, c'est fort. Mais moi, je vais te dire quelque chose que les kidam comme nous peuvent penser. Quand tu parles du Professionnel, tu penses forcément Belmondo. Tu penses forcément Philippe Noiret aussi. Bien sûr. Penses à d'autres grands acteurs, à Marielle. Est-ce que on les a pas un peu perdus, tous ces gens-là, quand ils sont partis? Belmondo est encore là, Dieu merci, mais on parle toujours de la relève. Est-ce que tu la vois, toi, la relève, en termes d'acteurs et d'actrices? Parce que, sincèrement, moi, je suis pas critique, mais franchement, et Dieu sait qu'avec Cyril, Alain, on voit beaucoup de films, on se pose des fois la question en se disant, mais c'est dur, quoi. Non, mais parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus rien à défendre. Belmondo ou Delon, ils produisaient leurs films. Ouais. C'est comme ça qu'ils sont devenus aussi riches. C'est qu'ils étaient producteurs de leurs films. Ils mettaient leurs couilles sur la table. Aujourd'hui, les producteurs ne payent plus leurs films. Les producteurs vont trouver de l'argent pour payer leurs films et ils se payent sur la bête. Claude Berry, il mettait sa vie en péril pour produire des films. Tout ça, c'est fini. Ce métier a totalement changé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, pour réaliser un film aujourd'hui, il vaut mieux être un acteur connu qu'un réalisateur pas connu. Ça me renvoie à un court extrait que j'ai vu d'un documentaire ou d'un reportage qui passait sur une chaîne Paris Première, je crois. Ça s'appelle Belmondo, l'influenceur. Ouais. Et dans ce court extrait, Gérard Lanvin explique que toute cette génération d'acteurs sont des copains, ils se connaissent, ils sont amis, ils ont vécu leur parcours d'acteurs tous ensemble, ils se suivaient, ils s'aidaient. Et Gérard Lanvin expliquait qu'aujourd'hui, lui, la génération qui a suivi la leur, c'était pas tout à fait la même chose, mais que lui a eu la chance de côtoyer ces grands noms. Et aujourd'hui, il dit, on fait un film, ok. Chacun va dans son coin, fait son truc et au revoir. Exactement. Et donc, il regrette cette époque-là. Ah ouais. Et c'est vrai qu'on peut s'en inquiéter de qu'il y ait plus cette comment je pourrais dire, cette camaraderie, tu dis? Ouais. Moi, c'est ça, parce que moi, tu vois, on est une bande de potes. Moi, je suis resté très, très ami depuis Scorpion avec Clovis Cornillac. On est vraiment très, 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 très liés, très amis, et on se voit régulièrement. On est une bande de potes, réalisateurs, acteurs, techniciens, et on se fait des dîners. Et quand l'un a besoin d'un coup de main, il appelle l'autre, et en un coup de téléphone, ça se règle. Je sais que si j'envoie un scénario à Clovis, il va le lire dans la semaine, alors que des acteurs mettront peut-être 6 mois à le lire. Mais ça, c'est aussi ce métier a changé de façon, et évidemment cette qualité, cette non camaraderie se ressent dans les films. Maintenant, les gens font des films, on ne sait pas pourquoi en fait, parce que si les gens faisaient des bons films, ça se saurait. Là, j'ai vu Police il y a 2 semaines, super casting, super projet, super tout, 10 millions d'euros de budget pour sortir ça. C'est effarant, quoi.
Le film aurait jamais dû coûter plus d'1,5 million d'euros, quoi. Hors casting, peut-être. Mais allez, il aurait 4 au final. Mais d'où 10? Ça fait du mal au cinéma. Ça, vraiment, ça fait du mal. Alors que tout était super. Alors, est-ce que c'est pas parce que avant on avait des gens qui étaient des acteurs et maintenant est-ce qu'on n'a pas plutôt des comédiens? Et dans mon esprit c'est pas pareil. Ouais, mais parce que je pense on a plus de. Le cinéma c'est devenu un supermarché. Maintenant, on attend le prochain Netflix. Il y a combien de films qui sortent sur Netflix? Il y a 18 films qui sortaient en salle chaque semaine avant. C'est débile. Avant, le Belmondo, il y en avait 2 par an, on les attendait. Avant, on allait voir des films pour Luc Besson, on allait voir des films pour Jean-Jacques Benex, pour Jean-Jacques Hano. Maintenant, pour quel metteur en scène on se déplace? Moi, franchement, en France, mais je suis dans la merde. Hein. On se déplace pour des franchises, Julien, aujourd'hui. Oui, mais voilà, de toute façon, les exploitants nous disent que maintenant, eux, ils s'en foutent de distribuer des films, ils sont confiseurs. Ils font plus d'argent à vendre des Maltesers et des bouteilles d'eau qu'à sortir des films. Ils s'en foutent des films. Donc voilà. Pardon. Excuse-moi, Julien, vas-y, j'ai interrompu. Non, vas-y. Est-ce que tu crois J'allais passer la parole à... J'ai posé une question qui fâche, qui va fâcher sérieux. Mais est-ce que tu crois pas, sérieusement, qu'on n'a pas en France trop de chaînes et trop de diffuseurs? Est-ce que c'est pas ça le problème aussi? Non, parce que là, je pourrais te dire, tant mieux, parce que si c'est pas le problème, c'est pas les créneaux de diffusion. Le problème, c'est que c'est les gens qui dirigent, c'est les gens qui choisissent les projets. Ouais, d'accord. C'est les décideurs. Moi, ça m'embêterait pas qu'on ait 15 professionnels par an. Ouais, mais actuellement, mais c'est sûr, mais actuellement, la qualité, elle y est pas, quoi. Bah non, la qualité y est pas parce que malheureusement aujourd'hui la perte de culture qu'on ressent, elle est globale et elle est dans le cinéma. Il y a des décideurs qui n'ont aucune culture cinématographique et ils s'en foutent de toute façon. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour remplir des cases et faire du fric. Oui, mais et encore parce qu'il y a la plupart des films font pas de fric. Ah oui, c'est encore plus grave. Oui. Police à 10 millions, il va pas faire d'argent, je te le dis. Dans une précédente émission, Julien, nous avons eu l'occasion d'interviewer un grand nom de la presse cinéma qui est Jean-Pierre Lavoignat. Et on évoquait ensemble, justement, lui, il était à l'origine du magazine Première et Studio, et on évoquait avec lui justement peut-être le renouveau du cinéma français. Et on se disait, puisqu'il y a le confinement, puisqu'il y a des problématiques pour avoir les blockbusters, c'est peut-être le moment de se lancer dans ces genres de films. Et on lui posait la question, où sont les réalisateurs qui pourraient faire ces films-là et parce qu'on a le savoir-faire. Et lui nous citait par exemple le prochain film de Douglas Attal qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros. Et nous on évoquait un petit peu plus loin dans le temps, c'était en 97-98, Yann Kounen et Doberman, des films un peu peut-être dans la veine de ce que tu fais, ce que tu cherches à faire. Et il n'y a pas moyen que ces réalisateurs, toi, Yann Kounen et d'autres, vous puissiez travailler ensemble. Ça peut être aussi intéressant. Regarde, Yann, il est resté 10 ans sans tourner. Ouais. Quand il a accepté mon cousin, mais il est resté 10 ans sans tourner. Tu te rends compte? Un talent pareil, mais quel gâchis! Yann, il devrait faire un film tous les ans. Allez, un film tous les 2 ans. C'est inadmissible. Et Douglas, ça faisait des années qu'il essayait de faire un film de super-héros. C'est un gamin qui est hyper, il est plus gamin, je le connais, il était très jeune, il est plus gamin, mais c'est un gars qui est hyper talentueux. Il y a de la chance aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est presque plus facile de faire un premier film que de faire un 6e film pour moi. Parce que moi, les gens, ils me connaissent. On sait jamais, ça se trouve, c'est le nouveau Citizen Kane, c'est le nouveau Orson Welles, tu vois. Donc on prend plus de risques sur un premier film que sur un 6e. Parce que son film, il a dû quand même coûter entre 8 et 10 millions d'euros. Hein. Quand tu vois la bande-annonce, il y a de l'argent à l'image. Hein. Oui. Clairement, avec les effets, donc la post-prod, c'est ça qu'on appelle la post-prod. C'est vrai. Aujourd'hui, la réalisation, la création, on a l'impression très conventionnelle, très consensuelle. Aujourd'hui, être consensuel, finalement, c'est ce qui rapporte, ou en tout cas pour être visible. Totalement. Et quand tu regardes un film comme Night Fair, moi, Night Fair, je l'ai fait tout seul dans mon coin avec des potes, et on nous a dit, de toute façon, le film, on le sortira pas parce que de toute façon, il faut pas qu'un film comme ça sorte parce qu'il faut pas qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin de nous, donc du marché, pour faire des films.
Laurent, avant de te donner la parole, Alain, parce que Alain voulait évoquer quelque chose. Oui, moi je réfléchis en même temps que tu nous expliques ce qui se passe. Bon, est-ce qu'on ne peut pas envisager une coopérative, puisqu'on a vu que le matériel aujourd'hui ça évolue et que ça s'effondre en prix. D'ailleurs, c'est le cas pour l'audio aussi, pour la radio, pour des tas de secteurs. Est-ce que, comme maintenant, l'argent est presque plus un problème pour acheter du matériel en fait et tourner des films, est-ce qu'on peut pas penser une forme de coopérative entre gens comme toi qui s'apprécient et puis qui pourraient produire des films à ce moment-là? Bien sûr, moi, je trouve que c'est une possibilité. Mais il faut quand même trouver de l'argent. Et même ça, un minimum d'argent. Ouais. Et qu'à un moment donné, moi je l'ai beaucoup fait. Je me mets ma famille en danger, hypothéquer ma maison. Mais au bout d'un moment, ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire. Moi, aucun de mes films ne s'est planté au box-office. Tous mes films ont fait de l'argent. Tous mes films ont rapporté de l'argent. Normalement, un mec comme Yann Kounen, le CNC devrait lui donner au minimum un budget par an pour faire un film. Tu vois, Gérard Krawczyk n'a pas tourné depuis des années. Le mec a fait plus de 30 millions d'entrées avec tous ces taxis. Il n'arrive pas à faire de film, mais c'est surréaliste. Ça n'a aucun sens. Mais alors, en fait, reprendre un peu l'histoire, enfin bon, je la connais pas exactement, cette histoire-là. Je me rappelle, il y a très très longtemps, c'était Charlie Chaplin qui avait créé ce qu'on appelle les artistes associés. Il était très riche. C'est comme quand Coppola et Scorsese et toute la bande ont créé leur studio. Mais ils étaient au sommet de leur gloire, ils étaient très très riches. Besson a essayé avec, c'était quoi? C'était un B2K. Avec Kounen et Casso, ils avaient monté une boîte. Bon, ils en ont rien fait. Mais sur le papier, c'est génial. Mais après, il y a un vrai problème aussi, malgré tout, c'est qu'il y a beaucoup d'ego, c'est rare les metteurs en scène qui s'entraident pour de vrai. C'est très rare. Parce que malgré tout, il y a pas le budget pour tout le monde. Mais on devrait tous s'entraider, on devrait tous se produire. Yann devrait me produire, je devrais produire Yann. On devrait tous pouvoir faire ça. Maintenant, si on veut vivre du système, si on veut vivre de ce métier, il faut rentrer dans le système. Et pour rentrer dans le système, il faut faire à sa manière. On peut pas être les Che Guevara du cinéma, ça marche pas. On perd, la bataille est perdue d'avance en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des films et comme quand on monte sur un ring, on dit toujours ou dans une cage, on dit il faut pas laisser à l'arbitre le choix de décider qui est le gagnant parce qu'il peut se tromper. Donc on se dit toujours ce qu'il faut, c'est faire un KO. Tu le couches, s'il dort, c'est fini, c'est toi qui as gagné. Et ben nous on doit faire ça avec nos films. Moi je n'ai pas encore réussi à faire un KO avec un de mes films, j'ai pas encore réussi à ce que les gens disent bon bah la série, allez là c'est sûr, c'est un putain de metteur en scène, c'est sûr, y a plus rien à dire. J'ai pas encore réussi. Je cherche ce film-là, j'y travaille, j'y mets tout mon argent, toute mon énergie, tout mon temps, je dors peu, je travaille 16 heures par jour, j'essaye, mais c'est pas simple, c'est pas si simple. Encore une fois, faire un film, c'est très facile, faire un bon film, c'est très très compliqué. J'allais te demander, Julien, au niveau des festivals, est-ce qu'il y a une opportunité à être davantage vu, à la fois par des spectateurs qui participeraient à un festival, ou aussi par d'autres réalisateurs qui viendraient. Par exemple, il peut y avoir aussi des artistes américains. On l'a vu tout à l'heure avec Bruce Willis qui voit le travail de Florian Emilio Siri. Le festival, c'est une piste ou pas? C'est une piste, mais malgré tout, moi j'ai fait le tour du monde avec Night Fair. J'ai gagné un prix aux États-Unis. Le film a été salué partout au Japon, en Corée, partout en Europe. Mais voilà, le film, malgré tout, il est quand même très particulier, donc peut-être un peu trop. Tu vois, et on voit bien nos réalisateurs de films de genre, c'est difficile pour eux d'exister. Aja, il a dû quitter la France. Là, il y a Xavier Jeans qui commence à super bien cartonner, mais parce qu'il a fait de la télé, il a fait Gang of London, qui est une putain de série, donc ça commence à bien marcher pour lui, à mieux marcher pour lui. Ça a toujours bien marché pour Xavier, mais c'est pas si simple. Notre cinéma de genre ou même notre cinéma tout court, parce que moi j'adorerais faire des polars. Et moi je suis triste que Fred Cavaillé fasse plus de polars. Ouais. Moi je m'en fous que Fred il fasse radin en fait. Moi Fred c'est le mec. Je m'étais dit voilà, lui il va nous refaire un professionnel, c'est sûr. Et tu vois, même lui il a abdiqué. Il préfère faire de la comédie
que de faire les polars de dingue qu'il nous faisait. Moi, tu vois, ce soir, je vais me faire un Fred Cavaillé. Je vais me trouver ça. On peut citer, hein, À bout portant, Pour elle, Mea culpa. Mea culpa, magnifique. Moi, vraiment, j'ai adoré ces 3 films, mais j'ai pas aimé Radin. Parce que c'est pas lui. Non, moi non plus, je te rejoins. Fred, c'est pas lui. Mais moi, voilà, le Fred Cavaillé me manque. Comme le Jean-Jacques Hano me manque, comme le Benex me manque. C'est difficile d'être metteur en scène, c'est difficile d'avoir un même Marshall qui est quand même à la carte. On peut dire ce qu'il veut, Marshall à la carte. Même Marshall, il a de plus en plus de mal à faire des films. Mais c'est aussi parce que il faut qu'on soit, on est des combattants en fait. Les cinéastes, on est des combattants. Il faut, on est pour qu'on nous redonne un combat ou un film, il faut qu'on ait gagné un championnat du monde à chaque fois en fait. Mmh. Et il y a le jeunisme aussi qui n'aide pas. Ah oui. Oula. Ouais, oui. Laurent. Oui. Aujourd'hui, quand tu nous expliques tout ça, et au vu de la situation liée à la Covid, et que le cinéma s'est pris la tarte dans la gueule, hein, excusez-moi de ma trivialité, est-ce que la solution plateforme style Netflix, Amazon, j'en passe, est-ce que c'est une idée, comme diraient les Américains, une idée FBI, c'est-à-dire une fausse bonne idée? Ah non, c'est une très bonne idée. Moi, je suis à fond pour ça, et quand je vois que là, ça a été annoncé, David Fincher a signé un contrat d'exclusivité de 4 ans avec Netflix, je me dis comment le cinéma peut laisser partir l'un des plus grands metteurs en scène au monde. Mais pas tout simplement, lui, il le dit, parce qu'il dit, moi, sur Netflix, on me fout la paix et on me laisse travailler et je fais mes films et voilà. Et il a fait des putains de films sur Netflix, il a fait des putains de séries sur Netflix, et je me dis, putain, on verra pas Fincher au cinéma pendant un moment, quoi. Mmh. Et je me dis que ce métier est quand même un asile de fou, quoi. C'est surréaliste, quand même. Laurent, oui. Moi, alors, on arrive tranquillement vers la fin de l'émission. Excuse-moi, je l'ai mis en photo de fond d'une photo que je trouve très jolie entre toi et Robin Williams. Ouais. T'as une petite anecdote avec Robin Williams, parce que bon, on pense à lui quand même, parce que c'est un acteur qu'on a tous adoré. C'est une publicité que je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire. Après, je vais vieillissant moi aussi. Il y avait Zelda, donc Zelda, sa fille. T'as une petite anecdote sur Robin je dirais pour nous faire connaître un peu mieux le mec, même si on le connaissait un petit peu. J'ai eu la chance d'être. C'est lui qui m'a choisi pour réaliser cette campagne. Il avait le choix de prendre qui il voulait et il m'a choisi moi. Donc c'était super. Et en fait, quand je l'ai rencontré aux États-Unis, j'ai été le voir et il jouait une pièce de théâtre. Et donc voilà. Et donc après la pièce, je suis invité à aller dans les loges pour le voir et on discute. Et j'étais tellement impressionné que je me suis même pas rendu compte que lui me parlait en français. Moi, je suis répondant en anglais, mais lui me parlait en français. Et il parlait français, effectivement. Mon producteur me regardait et puis à la fin, il m'a dit, pourquoi tu lui répondais en anglais? Parce que c'est Robin Williams, je réponds en anglais. 10 minutes, parlait en français. J'ai dit, tu vois, donc voilà. C'était une incroyable rencontre. J'ai eu cette chance incroyable de bosser avec cet artiste fou et quand il m'a donné son accord pour être dans Love Run, dans mon long métrage, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Alors je sais aussi qu'il y a eu alors on n'aura pas le temps de l'aborder. Tu étais en contact aussi avec Orlando Bloom. Ouais. Tu as un film qui va sortir prochainement et on va l'annoncer sur la fin de l'émission. Il est sorti. Il est sorti partout. Oui, il n'est pas sorti en France parce qu'il sortira pas en France. Mais alors on va. Il est sorti aux États-Unis pendant le Covid en fait. Donc le film il a été distribué partout pendant le Covid en fait. Il a été distribué en VOD là. Oh, excuse-moi, donc ça s'appelle Darkness Falls. C'est un film qu'on a une chance de voir peut-être sur une plateforme en France. Écoute, je t'avoue, le film a été remonté après moi, donc c'est un film que j'ai adoré tourner, j'ai adoré l'expérience, mais c'est plus vraiment mon film, donc je t'avoue que je ne suis pas ça au quotidien. Dernière chose, je sais que tu es un grand fan de sport extrême. Ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, en préparant cette émission, on a eu Jérôme Le Banner en contact, qui s'est permis, il ne pouvait pas être là ce soir, mais qui te salue bien bas, si je peux me permettre l'expression. Moi, j'ai juste une dernière question et après je relaisse la main à Cyril. Ce sera la dernière, effectivement. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la violence. Peux-tu m'expliquer, à moi qui ai beaucoup de mal avec la violence, même si je peux l'apprécier dans les films, comment on peut aimer un sport aussi violent? Donne-moi une raison, parce que
des fois, je t'avouerai, quand je vois du sport extrême, je me dis, waouh, ça pique les yeux quand même. Alors, toi, par exemple, le MMA. Le MMA est un sport qui est moins violent que la boxe anglaise ou que le rugby. Ah ouais. Et ça, c'est des faits. Ça a été. Donc, le rugby que tu dois peut-être regarder est 100 fois plus violent que le MMA. Non, moi, généralement, je regarde le ping-pong. Non, je rigole. Mais... Et tu vois, donc en fait, encore une fois, c'est des sports de contact, mais on n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens qui sont des guerriers, d'autres qui sont des intellectuels, certes d'autres qui sont les deux. Mais on a besoin de et tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc. D'accord. Mais pourquoi tu aimes ce sport? Qu'est-ce qu'il y a qui t'attire dans ce sport? C'est quoi? Je pense que tu sais qui tu es quand tu as eu à affronter les choses. Nous sommes des animaux et on sait qui on est lorsqu'on doit se redresser et élever les poings. Alors, au moment de conclure cette émission, Julien, on ne peut pas la terminer sans te demander quels sont là les projets dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années sur lesquels tu travailles. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, tu es dans l'écriture. Mais qu'est-ce on pourra voir de toi prochainement? Bon, là, au printemps 2021, va sortir ma nouvelle série pour Canal qui s'appelle Dolores, qui est un 4x52 minutes doc-fiction qui raconte 50 ans d'histoire de France, puisque le film commence en 74 et part d'une affaire judiciaire qui a existé. Je vais tourner un autre petit film qui s'appelle Tout ce qui nous reste au printemps, que je vais faire tout seul comme un grand, que je vais financer tout seul comme un grand. J'ai un autre projet aux États-Unis qui avance très bien, qui s'appelle Blank, qui est un film d'action qui va être à 12-15 millions de dollars. Voilà, donc ça, on est en train de finaliser la mouture du scénario pour valider notre casting. J'ai des projets télé, j'ai un projet d'un unitaire que j'ai proposé à France TV, que je voudrais essayer de produire et de réaliser. Voilà, de toute façon, on dit toujours pour un réalisateur, il faut 6 projets pour qu'il y en ait un qui se fasse. Donc il faut accumuler, mais on me propose pas mal de choses en ce moment. J'ai de la chance. En tout cas, on peut dire que nous avons eu de la chance à Je vous demande de vous arrêter parce qu'on a passé vraiment un moment privilégié, on tient à te le dire, Julien. Je parle en mon nom évidemment et au nom de Laurent et d'Alain. Et ce soir, c'était pas vraiment un sport extrême, un sport de violence. On s'est plutôt fait un ping-pong finalement, puisqu'on s'est renvoyé la balle, on t'a posé des questions. On n'a peut-être pas posé toutes les questions que peut-être les auditeurs auraient souhaité qu'on te pose. Mais en tout cas, est-ce que tu as un site que tu pourrais effectivement partager à nos auditeurs et puis de cette façon pouvoir suivre ton travail? Alors j'ai une page Vimeo Pro, mais je connais pas l'adresse par cœur, mais peut-être que vous pourrez la mettre. Alors, effectivement, on peut trouver. Oui, quand on cherche à Vimeo Julien Seri, on arrive à trouver tes réalisations. Voilà. Je confirme. Je confirme. On mettra. Par contre, Cyril, excuse-moi, oui. Cyril, on n'avait pas quelque chose, une petite blagounette à proposer à Julien? Vas-y, je te laisse parce que je me souviens plus. Julien, on te propose un défi. Défi tout bête. Là, toi, tu nous vois, les auditeurs ne nous voient pas. Là, tu nous vois, tu vois le physique facile que nous avons déjà. Entre parenthèses. C'est vrai. Donc, vas-y, Cyril, pour la suite. Oui. Ça me revient, oui. Julien, est-ce que tu accepterais, maintenant que tu nous as vus, qu'on fasse une figuration, une apparition dans un de tes films, même une voix off, mais quelque chose? Avec grand plaisir. Physique. Attention, Julien, c'est enregistré. C'est enregistré, voilà. Je vous le dire avec plaisir. Voilà, si tu as besoin de figurants, tu nous préviens un peu à l'avance. Parfait. Et nous, ça serait génial de te rencontrer. On avait envie de te proposer ce défi, tout simplement. Voilà, défi relevé. Ok. Et tu verras que physiquement, on envoie du bois. En parlant de site, je rappelle notre site sur Internet qui est jvddva.com. Donc, je vous demande de vous arrêter les initiales jvddva.com. pour réécouter en podcast, bien sûr, cette magnifique émission d'aujourd'hui qui est donc consacrée à Julien Seri. Exactement. En tout cas, merci infiniment, Julien, de ce temps partagé. L'émission va faire évidemment entre 1h15, peut-être 1h20 en tout et pour tout. Tu as choisi pour clore cette émission une autre musique de film qui est celle du film de Edward Zwick, Le Dernier Samouraï. Et le titre de cette musique, que je ne dise pas de bêtises, je vais la retrouver, c'est A Small Measure of Peace. Exactement. Pourquoi ce choix musical, Julien?
Ce film je dis toujours que ce film est fait pour moi. J'aurais dû réaliser ce film. C'est le scénario parfait pour moi parce qu'il représente toutes les valeurs que j'aime à défendre et le cinéma qui me donne envie de continuer. Et voilà, donc c'est le film que je regarde le plus. Je dois le voir une fois par mois. Eh ben, en tout cas, tu n'es peut-être pas le dernier samouraï, mais tu es un réalisateur qu'on va suivre et continuer à suivre. Je vous demande de vous arrêter. Et encore une fois, merci infiniment. Merci à vous, les gars. Nous, on se retrouvera, Julien, Alain et Laurent, dans la prochaine édition de Je vous demande de vous arrêter. On arrive tranquillement à la fin de l'année et ce sera, sauf erreur de ma part, l'émission du lundi 7 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Un mot pour conclure, Julien, avant de nous quitter? Merci à vous, merci pour cette belle rencontre, merci pour cette heure passée avec vous et puis on se voit bientôt sur un plateau. D'accord. Avec c'est grand entendu. plaisir. Merci. Au revoir. Julien. Salut les gars. À bientôt. On se quitte donc avec A Small Measure of Peace. Restez à l'écoute des programmes de West Track Radio et on vous retrouve dans 15 jours. Merci. Ciao.